Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'est toujours un énorme plaisir pour nous d'être en votre compagnie chaque dimanche pour l'émission L'Entretien du Dimanche. Ce dimanche, exceptionnellement, nous allons analyser l'actualité nationale. C'est vrai que souvent nous avons des thématiques claires et précises, mais aujourd'hui, on va parcourir ce qui s'est passé les 7 derniers jours dans notre pays. Ce qui s'est passé exactement, c'est le remaniement ministériel. Quand je parle de remaniement ministériel, je parle du changement à la tête des affaires étrangères de notre pays. Nous allons brosser un peu la cérémonie de passation de charges et la nouvelle orientation diplomatique du chef de l'État. Nous parlerons également de la Cour constitutionnelle qui fait peau neuve. Une nouvelle mandature s'est installée. Il y a quelques contorsions, il y a quelques commentaires, il y a même un recours contre un membre, pour ne pas dire une membre de la Cour constitutionnelle. Nous allons analyser ces sujets et quelques autres si notre invité le veut bien et si le temps nous le permet. Notre invité est Dr Kojo Kwesi Jacques Richard. C'est un juriste consultant. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Abalo. Vous allez bien, j'espère. Grâce à Dieu, oui. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour ces échanges du dimanche. Vous avez suivi l'actualité, j'ai parlé justement du remaniement ministériel. Hier, le ministre Aurélien Gbenonsi, après 7 ans à la tête de notre diplomatie, a passé service. Il était temps, n'est-ce pas, Monsieur Kojo? Je ne sais pas s'il était temps, mais comme le porte-parole du gouvernement aime à nous le rappeler, c'est le chef de l'État qui décide de qui entre au gouvernement et de qui sort du gouvernement. Et donc, s'il était temps, je ne sais pas. Mais il était temps pour le chef de l'État de remercier le ministre Agbenonsi. Et je pense qu'il a fait ses preuves. Il a... D'ailleurs, dans son allocution, il a dit qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner. Et le chef de l'État, certainement, n'est pas entièrement satisfait. Et c'est pour cela qu'il a demandé, il a voulu changer. Oui, mais quand on fait 7 ans à un poste ministériel, on est sclérosé quelquefois. On est peut-être fatigué, on n'a plus peut-être grand-chose à donner. Ben non, je ne suis pas du même avis que vous, parce qu'il y en a qui sont en train de faire plus de 7 ans. Lui, il a fait 7 ans, il est en train de partir. Il y en a qui sont venus au même moment que lui et qui continuent de rester et qui ne donnent pas des signes de sclérose. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas vraiment de signe de sclérose lorsque l'on s'occupe de ce qu'on nous a confié et que l'on le fait avec cœur et détermination. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est un peu comme les autres remaniements qui ont précédé. D'ailleurs, mon ministre de tutelle, le ministre de la Justice également, est parti. Lui aussi, alors, limogé. Ce n'est pas une sclérose et je ne sais pas si c'est du limogeage ou pas. Alors, l'expression limogeage me pose un souci. Parce que nous sommes dans un gouvernement qui nous a montré, par exemple, avec le ministre Romain, il y a eu un communiqué pour dire on suspend le ministre Romain. Oui. Après, on l'a ramené dans le gouvernement. Donc, je pense que si limogeage il y avait, il aurait dû avoir eu un communiqué de limogeage. Dans tous les cas, il est parti. Dans tous les cas, il est parti. C'est la rumeur qui parle de limogeage. Oui, mais que voulez-vous, lorsqu'on n'a pas une communication officielle, on a la désinformation. En attendant juste que les notes officielles soient prises, et ce qui prend du temps, eh bien, à l'ère des réseaux sociaux, la rumeur grandit. Et finalement, ce qui se dit, sous cap, devient réalité. Oui, bien sûr. Sauf que nous n'avons pas pour fonction, parce que nous sommes sur une chaîne très sérieuse, de colporter les rumeurs non plus. C'est pour ça que je suis plutôt mitigé sur les expressions. Ce qui est sûr, le gouvernement a été modifié, le chef de l'État en a le droit, et à tout moment, il peut le modifier, ce qu'il a fait. Mais je pense que ces modifications, ou c'est pour donner une nouvelle orientation, ou c'est pour trouver quelqu'un de plus approprié à une tâche, ou simplement pour libérer un ministre qui a envie d'aller faire d'autres expériences. Et je pense que c'est dans ce contexte général que tous ceux qui sont partis
aucun d'eux n'a montré des signes de révolte vis-à-vis du gouvernement. Bien sûr, on a vu les passations de service, et vous avez parlé notamment de votre ministre de tutelle, on a vu les déclarations qui ont été faites, et on a encore vu les déclarations faites par le ministre Agbelonsi. Les gens n'ont pas donné le sentiment de partir avec joie et détermination. On sent, de ce qu'on lit entre les lignes, un arrière-goût. Alors, vous connaissez bien l'expression, partir c'est mourir un peu. Oui, très très bien. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, lorsque vous vous retrouvez en situation de départ, il y a toujours un sentiment bizarre qui se mêle à votre expression. Pourquoi? Mais simplement parce que lorsque vous partez simplement en voyage, lorsque vous quittez votre famille simplement à la maison pour voyager pendant 2 ou 3 jours, et que vous voyez vos enfants qui vous disent au revoir, vous avez un sentiment bizarre. Oui, mais ici, c'est la chose publique. C'est la chose publique. Le jour où on vous nomme, vous devez être prêt le lendemain à partir. Oui, bien sûr. Sans état d'âme. Je n'ai pas vu quelqu'un résister. Et je peux vous garantir que ce dont vous parlez, lorsque les problèmes se sont posés, on ne les a plus revus au bureau jusqu'au jour de la passation de service. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient quand même détachés vis-à-vis du poste. Mais le jour de la passation de service, les gens qui sont présents, l'émotion, les gens avec qui vous avez travaillé pendant 7 ans, pendant 5 ans, et que vous ne verrez plus, ça peut expliquer cela. Maintenant, chacun interprète les faits et gestes comme il l'entend. Et donc, le ministre Agbelonsi, on l'a vu, qui a préparé son allocution et qui a dit une allocution correcte, bien en forme. J'ai trouvé, il a remercié le chef de l'État, c'est le moment de le dire. Ce que le ministre Kodam n'a pas fait à l'époque. Alors, soit dit en passant. Nous parlons d'Agbelonsi. Oui, le ministre Kenom a fait le remerciement au chef de l'État. Tout le monde sait qu'il ne l'a pas fait. Vous ne l'avez pas vu le faire en public, certainement. Mais je peux vous garantir que le ministre Kenom, qui est mon patron, mon ancien patron, est en bon terme avec le chef de l'État jusqu'aujourd'hui. C'est parce que les rumeurs disent. Ce n'est pas une question mais les rumeurs finissent par se confirmer au Bénin. Voilà. Allons-y, revenons à Agbelonsi. Et on revient au ministre Agbelonsi, qui a fait une allocution bilan, parce qu'il nous a montré quand même les réalisations qu'il a eues à la tête de ce département ministériel. Oui, je d'accord. pense que c'est quelque chose d'important. Et quand on travaille avec le président Talon, on mouille le maillot, et je pense qu'il a mouillé le maillot, et comme il l'a dit, dans la force qu'il avait. Oui, mais le ministre Agbelonsi a semblé dégager ses responsabilités. Vous l'avez clairement entendu, il dit que c'est le chef de l'État, lui et lui seul, qui définit la politique étrangère, ce qui est vrai. Mais après, on a nettement le sentiment qu'il fait porter au président de la République la responsabilité de tout ce qui s'est passé dans son département ministériel et que les gens décrivent ça et là. Monsieur Abalo. Oui, monsieur Abalo. Docteur Kodjo. Comme vous dites dans votre métier, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Quels sont les faits et quels sont les commentaires? Vous donnez votre interprétation des propos du ministre Agbelonsi. Je reprends les propos du ministre. Le ministre Agbelonsi a dit ceci, c'est le chef de l'État qui détermine la politique diplomatique de l'État. Et tout ce qui a été fait, je complète, tout ce qui a été fait l'a été sous son autorité. Il l'a dit clairement. Mais c'est évident. Donc, il dégage sa responsabilité. Donc, vous voulez qu'un ministre prenne des initiatives en dehors de la bénédiction du chef? Ça se passe où? Comment ça? Vous voulez qu'il prenne des initiatives en dehors de la bénédiction du chef de l'État? Mais quand le chef... C'est pas possible, mais ça. Docteur Kodjo, quand le chef, n'est-ce pas, prend des initiatives, prend des décisions, le ministre peut lui apporter son expertise, qui peut être contraire à ce que le président pense être juste. Le ministre n'est pas là pour suivre les décisions d'un chef de l'État ou comme un béni oui-oui. Le ministre des Affaires étrangères est le premier conseiller diplomatique du chef de l'État. Monsieur Abalo, vous et moi, nous ne participons pas au Conseil des ministres. Oui, ben, nous ne sommes pas dans les rencontres que le ministre Agbelonsi a avec le chef de l'État. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas donné les conseils qu'il fallait. Moi, je pense que le ministre a dû donner les conseils qu'il fallait, a dû faire les choses comme le président de la République le voulait. Sauf que aucune entreprise humaine n'est parfaite.
C'est clair. Dans tous les cas, aucune entreprise humaine n'est parfaite. Et donc, même le chef de l'État qui voulait une certaine orientation, qui voulait une carte diplomatique, parlons-en, qui voulait une certaine carte diplomatique, chemin faisant, se rend compte qu'il peut améliorer. D'où la conférence avec les ambassadeurs. Alors, c'est vrai que rien de substantiel n'a filtré de cette rencontre, mais de ce qui se dit, c'est que cette carte diplomatique va être redessinée. Certaines ambassades fermées, ouvertes, vont être refermées. D'autres fermées vont être réouvertes. Et vous pensez, en votre âme et conscience, Dr Kodjo, que ça peut fonctionner comme ça? Vous pensez qu'on peut avoir engagé une telle réforme, n'est-ce pas, sans que la responsabilité du ministre des Affaires étrangères ne soit engagée? Vous le pensez vraiment? Vous pensez que le chef de l'État a pu aller sur ce terrain-là avec autant de verve, avec un ministre qui se faisait passer pour celui qui portait la réforme? Et aujourd'hui, vous ne voulez pas engager sa responsabilité. Je pense que nous avons un problème, M. Abalo, oui. vous et moi. Lequel? Le problème que nous avons, c'est que moi, je suis juriste de formation et juriste publiciste. Pour moi, le seul qui détermine la politique diplomatique d'un pays, c'est le chef de l'État. Il peut faire des erreurs. C'est pour ça qu'il a des collaborateurs. Alors, allez-y doucement. Allez-y doucement. D'accord, je vous suis. Et donc, j'aurais du mal, en présence du chef de l'État, de faire porter la responsabilité à un ministre. Tous les ministres du gouvernement sont délégataires du pouvoir du chef de l'État. Pour la compréhension de nos éditeurs et de nos téléspectateurs, bien sûr. C'est bon de rappeler ces choses. En fait, c'est le chef de l'État seul qui a tous les pouvoirs dans notre pays. Quand il nomme un ministre de la fonction publique, c'est qu'il lui délègue son pouvoir de gestionner des ressources de l'État et il lui dit « gère-moi ça ». Et les décrets qui délèguent les pouvoirs à chaque ministre existent. Donc, en fait, nous sommes dans un régime présidentiel. Oui, mais vous pensez que ça n'engage pas la responsabilité de la personne nommée? La personne nommée vient aider. La personne nommée vient aider. Donc, il accepte tout. Vient aider avec ses qualités et ses défauts. Donc, la personne, même quand c'est pas mal, n'est pas capable de dire c'est pas mal. Mais ça, je ne sais pas. Mais ça, je ne sais pas. Ne me faites pas dire des choses que je ne connais pas. Peut-être que la personne dit, mais après, c'est le résultat que je vois. Je ne sais pas si la personne ne dit pas ou pas. Peut-être que vous, M. Abalo, vous participez au Conseil des ministres. Vous êtes dans les rencontres en tête-à-tête avec le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères. Moi, je n'y suis pas. Et donc, je suis journaliste, je pose des questions, je fais des hypothèses, je fais un croisement d'informations et je prends position. Et je fais la même chose que vous et je me rends compte que dans cet exercice, j'ai des éléments, il y a des éléments qui m'échappent. Et donc, après, je regarde les résultats et je me dis, chacun fait ce qu'il peut. Même le chef de l'État, le président Patrice Talon, depuis 2016, il fait ce qu'il peut, avec bonne foi et détermination. Et on l'a vu reculer sur des questions données. Il a pris des décisions et après il a dit non, on revient en arrière. C'est un homme, ça. Un homme ne fonce pas dans ce qui est mauvais. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que je suis tout admiratif devant le chef de l'État. Alors, pour qu'un homme ne fonce pas dans ce qu'il fait, si c'est une erreur, il faut bien que les collaborateurs autour de lui puissent lui faire des fiches et lui dire la vérité, de lui dire la conduite à tenir, parce que c'est eux les spécialistes. Alors, on revient rapidement au discours du ministre Agbenonsi. Vous l'avez suivi lui-même. Il a dit clairement dans son discours, en s'adressant à M. Olusegun Bakari Adjadi, qui est un financier, il dit clairement, le ministre Agbenonsi, que le bilan à la tête du département des affaires étrangères ne se fait pas en entrée et sortie monétaire. Qu'est-ce que vous avez compris concrètement de ces propos du ministre Agbenonsi? Ce que j'ai compris des propos du ministre Agbenonsi, c'est simplement que le ministère des Affaires étrangères a reçu une mission. La mission qui lui a été dévolue par le chef de l'État était de mettre l'accent sur la diplomatie économique. Et je pense que le chef de l'État l'a montré clairement. La diplomatie économique. Alors. Et donc, la diplomatie économique, c'est normal, cette orientation. Nous sommes un pays en construction, nous avons besoin de capitaux, nous avons une zone industrielle. Et il faut que les gens aient confiance en nous et qu'ils viennent s'installer.
et que notre économie puisse partir. Et ça, franchement, tout le monde est d'accord avec. Donc, c'est cette orientation de diplomatie économique. Alors, le ministre Agbenonsi, ce que j'ai compris de ses propos, c'est que même cette diplomatie économique aura du mal à être calculée en termes de monnaie, en termes de ressources à travers le ministère. Parce que quoi? Lorsque les investisseurs arrivent, ils sont référés désormais au ministre de l'économie et des finances. Je vous fais remarquer que la coopération désormais relève du ministre de l'économie et des finances, et chose unique dans l'histoire de notre pays. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire des recherches pour voir si ça a existé dans d'autres pays. Chose unique, c'est que toutes nos ambassades demain, et à partir du mois passé, ont 2 tutelles. Nos ambassadeurs dépendent à la fois du ministre de l'économie et des finances et du ministre des Affaires étrangères, des deux. Et je pense que d'ailleurs, il y a une note à l'endroit de ces ambassadeurs pour leur dire de rendre compte fidèlement à ces 2 ministres. Bon. C'est compliqué pour moi, qui suis agent de l'État, d'avoir deux ministres à qui je réponds. Ça veut dire que le mal est profond. Mais nous avons besoin de faire des réformes pour que notre pays puisse avancer sur le plan économique. Et pour le ministre Tchegoum, qui est un banquier d'affaires, banquier d'affaires prospère. Alors, pour la petite histoire, le ministre Tchegoum, qui a été président du BUE INE, président du BUE, Bureau d'Union d'Entité. Bureau d'Union d'Entité INE, avait déjà, à cette époque, montré de la détermination, parce que c'était déjà, rappelez-vous, à cette époque, je n'ai pas envie de rappeler les liens que nous avions, mais rappelez-vous à cette époque que c'était le ministre Alakassa qui était le ministre de l'Éducation nationale et qui mettait beaucoup d'argent pour récupérer les associations d'étudiants. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, le ministre Tchegoum, président du BUE INE, avait dit non à Alakassa et savait où il allait, avait mené la lutte pour que la FNEB puisse être indépendante du pouvoir de l'argent. C'est pour dire que cet homme qu'on vient de mettre à la tête du ministère des Affaires étrangères, c'est un homme déterminé, qui sait où il va, et ça ne surprend pas qu'il ait autant prospéré dans le milieu de la banque pour les affaires. Oui, mais quand vous dites que le chef de l'État a développé une orientation économique à la diplomatie, et que son ministre des Affaires étrangères sortant vient dire que ça ne s'évalue pas à des entrées monétaires. Le bilan de ce département ne se fait pas sur la base des entrées et sorties monétaires. Il prend le contre-pied du chef de l'État sur la question de l'orientation diplomatique. Je ne vois pas un contre-pied parce que ce que je vais vous garantir, c'est que la diplomatie économique ne trouve son fondement que sur la diplomatie politique. Clair pour ça, oui. On est d'accord? Et donc, ça fait que il attire juste l'attention de son successeur sur le fait que, oui, nous avons une orientation diplomatique économique, mais n'oubliez pas la diplomatie politique qui garantit la diplomatie économique. Parce que si nous n'avons pas de bons rapports avec les gens, si nous n'avons pas de bons rapports avec les autres États, les richesses des autres États ne viendront pas chez nous. Je pense que c'est sur ça qu'il est en train d'attirer l'attention. Et je pense que c'est un conseil avisé qu'il donne. Parce que très vite, lorsque on est aux affaires et qu'on a le nez dans le guidon, on peut oublier des aspects qui sont importants. On peut oublier que c'est parce que nous avons de bons rapports avec l'État de tel opérateur économique qu'il accepte de venir investir dans notre pays. Et l'un dans l'autre, vous savez tout ce qui se raconte, par exemple, sur l'opérateur économique d'à côté, M. Dangote et tout le reste. Si nous n'avons pas une diplomatie politique apaisée avec tout le monde, avec le monde entier, nous n'allons pas atteindre cet objectif. Je pense que c'est ce que disait le ministre Agbenonsi. Je peux me tromper, mais comme je vous l'ai dit, les paroles sont là, chacun a l'interprétation qui lui convient, mais je pense que c'est ça. Monsieur le ministre entrant, faites attention, nous avons une orientation économique, mais sachez que l'orientation économique ne s'appuie que sur le politique
une politique apaisée, une relation politique intéressante. Alors, que pensez-vous justement de l'orientation diplomatique et économique actuelle? Le chef de l'État aux ambassadeurs a dit clairement qu'ils doivent se considérer comme des agents commerciaux du pays, donc aller défendre l'image du pays pour que des rentes puissent venir, des investisseurs puissent venir. Quelle est votre compréhension de cette orientation diplomatique? C'est que c'est une orientation qui est en accord avec ce que le chef de l'État nous a promis lorsqu'il était en campagne en 2016. Il nous a promis un Bénin prospère, un Bénin révélé. N'oubliez pas l'expression, le Bénin révélé. Mais le Bénin va se révéler à qui? Le Bénin se révèle au monde entier. D'abord aux Béninois eux-mêmes. Le Bénin se révèle aux Béninois, et ensuite au monde entier. Oui. Mais révéler le Bénin au monde entier passe par une économie prospère. Parce que personne ne veut rentrer dans un pays merdique. Aucun étranger ne veut aller dans un pays merdique. Donc il faut mettre en place les structures et la dynamique qu'il faut pour que les gens puissent arriver. C'est ça l'orientation économique. J'ai dit tout à l'heure, nous avons la vallée de l'Ouémé à mettre en valeur. Nous avons une zone industrielle, la G10, qui est flamboyante, qui est en train de faire, mais ils font de très grandes choses là-bas. Nous avons tout un système à mettre en place, le réseau routier. Nous voulons faire du Bénin le hub de l'Afrique en termes numériques. Mais tout cela a besoin, mais vous avez vu le chef de l'État aller dans des pays où aucun président béninois n'est jamais allé. Nous avons vu la présidente lituanienne qui est venue au Bénin. C'est autant de choses pour que nous puissions avancer et nous révéler aux Béninois et nous révéler au monde. Donc, il nous faut une diplomatie économique forte. Il faut que nous puissions donner confiance aux investisseurs afin de faire de notre pays un pays magnifique. N'oubliez pas, nous n'avons pas des ressources du sol. En tout cas, nous ne les avons pas en abondance. Oui. Et d'ailleurs, ceux qui les ont en abondance en Afrique sont souvent en conflit. Mais nous trouvons les armes pour rendre notre pays plus agréable et plus révélé. Ce qui est bizarre, Dr Kodjo, c'est que vous tenez ces propos, mais en même temps, vous soutenez la fermeture des ambassades. Comment on peut se révéler au monde en fermant des postes diplomatiques? Non, je pense que là-dessus, on ne s'est pas compris. Je ne soutiens pas la fermeture des ambassades. Je ne soutiens pas. Alors, la fermeture des ambassades a commencé en 2016, mais la grosse vague a eu lieu en 2019. Alors, moi, je fais confiance au gouvernement de mon pays. Le gouvernement de mon pays s'est installé en 2016, a fermé 2 ou 3 ambassades. 2017, 2018, 2 ou 3 autres ambassades. Mais en 2019, une dizaine d'ambassades ou une quinzaine en bloc. Comment on se révèle au monde quand on fait ça? Alors, je n'ai pas été informé des raisons pour lesquelles les ambassades ont été fermées. En tout cas, je n'ai pas eu une communication officielle là-dessus. Des informations que j'ai glanées... Je vais vous donner les informations. Officiellement, il a été dit que c'est pour raison économique, qu'il faut économiser, parce que les ambassades coûteraient très cher, parce que les diplomates étaient en position de jouissance dans les ambassades, et que ça ne rapportait rien au pays. Merci. En fait, la raison que j'ai entendue n'était pas loin de là. Mais je voudrais vous rappeler, M. Abalo, le contexte dans lequel le chef de l'État s'est installé en 2016. Oui, nous étions dans un contexte d'un pays complètement bizarre. Ah bon? Où je peux vous confirmer que il y avait du gaspillage dans le pays. Et je peux vous confirmer qu'il y avait de la pléthore dans l'administration publique. Et je peux vous confier qu'il y avait des positionnements fantaisistes. Je peux vous le dire. Ça a cessé? Parce que je suis dans l'administration publique depuis 2005. Est-ce que ça a cessé? J'ai eu l'avantage de travailler sous le président Mathieu Kérékou. J'ai eu l'avantage de travailler sous le président Yahi. Et j'ai l'avantage de travailler aujourd'hui sous le président et Patrice Talon. Est-ce que ça a cessé? Ça a cessé. En tout cas, si vous ne voulez pas accepter que ça a cessé, ça a drastiquement diminué. Et c'est ça l'importance. En fait, allons dans la maison Affaires étrangères et nous nous rendrons compte que tout n'était pas à sa place non plus. Et actuellement, tout est à sa place actuellement? Alors,
l'effort a été d'améliorer. Si vous pensez qu'il y a encore des choses à faire, nous sommes dans un mouvement. Et nous sommes dans un mouvement d'amélioration. Et je pense que les choses vont s'améliorer. Mais avant, il y avait trop de pagaille. Il y avait trop de gabégie. Il y avait trop d'utilisation des ressources publiques à des fins bizarres. Mais attendez, si on vous raconte les histoires de gens qui sont allés en poste et de combien de fois les gens sont allés en poste alors que des gens reviennent de 4 ans de poste, ils font 2 mois, ils retournent à un autre poste et il y avait des gens qui étaient champions d'aller en poste alors que d'autres croupissaient dans le ministère et n'allaient jamais alors qu'ils y avaient droit et tout le reste. Non mais attendez, vous avez des collègues qui sont là-bas, des gens qui ont fait l'ENA avec vous, qui sont dans la maison. Ils vont vous dire, Est-ce que vous êtes reparti écouter les diplomates actuellement sur ce qui se passe dans le ministère, docteur? Vous faites des affirmations, mais apparemment vous n'êtes pas très informé de la situation actuelle des diplomates béninois. Les diplomates Allez béninois leur poser des questions, sont aujourd'hui en train d'être redéployés pour leur confier une fonction économique rentable pour l'État. Parce que nous sommes dans un État en construction. Et si le diplomate béninois ne comprend pas que, en tant que diplomate béninois, sa mission est différente de la mission du diplomate français et qu'il veut avoir le même entourage que le diplomate français, nous avons un problème. Nous sommes dans un pays où tout est à faire, tout est à construire. D'accord. Et donc, il faut une diplomatie efficace économiquement pour que notre pays puisse avancer. D'accord. Docteur Kodjo Kwesi Jacques Richard, on va changer de sujet. C'est vrai que c'est une actualité chaude, hein, l'actualité des affaires étrangères. Gageons que le changement de gouvernail puisse donner une certaine visibilité à notre pays. Je compte sur le ministre Gompos là. D'accord. Alors, docteur Kodjo Kwesi Jacques Richard, l'autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est l'installation de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle, la 7e notamment, avec l'élection du professeur titulaire Dorothée Sosa comme président de cette Cour. Mais il y a quand même des recours, il y a quand même des contestations. L'opposition pense que cette Cour constitutionnelle est inconstitutionnelle. Alors, je vais être très clair et très précis. Vous êtes juriste d'ailleurs. Oui, je vais être très clair et très précis. Oui. Ce n'est pas l'opposition, c'est le parti Les Démocrates. Il y a une nuance. Ils ne sont pas les seuls dans l'opposition. C'est le chef de file de l'opposition. Oui, le chef de file de l'opposition. C'est le parti aujourd'hui qui porte l'opposition. L'expression chef de file de l'opposition montre qu'ils ne sont pas les seuls. Oui, il y a d'autres. Mais il parle au nom de l'opposition. Je voudrais dire que ce parti, Les Démocrates, je pèse mes mots, c'est décrédibilisé complètement. Bon? Comment, pourquoi et comment? Et je pense qu'il faut faire très attention aux sorties des membres du parti Les Démocrates. Je voudrais vous rappeler et rappeler aux téléspectateurs que le parti Les Démocrates n'était pas prêt à aller aux élections législatives de janvier 2023. Vous êtes membre du parti? Je vais vous dire pourquoi. Mais comment vous pouvez dire ça? S'ils n'étaient pas prêts, pourquoi ils déposent leur dossier? Je suis juriste et donc je m'en tiens au test. Oui, mais vous n'êtes pas membre du parti pour affirmer ça. Je vais vous dire pourquoi j'ai affirmé ça. Le code électoral a dit clairement que lorsque vous avez déposé les candidatures, la Sénat vous fait des observations sur des pièces manquantes. Oui. Et vous ne répondez que sur des pièces manquantes. Dans tous les cas, vous ne retouchez pas la liste. Donc, lorsque tous les partis politiques ont déposé leur dossier, la Sénat a fait des observations à tous les partis politiques, dont le mien, et le parti Les Démocrates... Votre parti, c'est lequel déjà? C'est l'Union progressiste, le Renouveau. D'accord. Dirigé par le présidium constitué du professeur Joseph Fifame Diogbenou. Ça, tout le monde le sait. De Agbenonsi, de l'honorable Agbenonsi, et de la vice-présidente de la République. D'accord. Voilà. Et donc... L'honorable Benonchi. Benonchi, merci. Voilà, Benonchi. Oui. Et donc, lorsque les observations ont été faites au parti Les Démocrates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de répondre aux observations, ils ont changé leur liste. Sur autorisation de la Cour. Non. Alors, ça, c'est important. Non. Attendez. Je vais vous replacer les choses. Attendez. Oui, c'est bien ça le problème. Oui, en fait, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils ont rechangé leur liste et ils sont allés déposer.
C'est bien après cela que la Cour a rendu sa décision. Et la Cour, dans sa décision, si vous voulez, je vais vous sortir la décision de la Cour dit à la Sénat de tenir compte de la liste déposée à telle date par le Parti Les Démocrates. Ce qui n'équivalait pas à la liste de départ. Ils ont fait ça avant le recours. Oui, mais je peux vous garantir alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous reprochez aux démocrates? C'est dans la ce Cour cas, qui a autorisé, et donc je ça ne vous permet pas de dire qu'il n'était pas prêt à y Oui, je vais vous aller. expliquer Vous la l'expliquez, manœuvre. oui. Si vous ne me laissez pas expliquer, Non, parce que les téléspectateurs ne mais comprendraient je ne peux pas. pas non plus vous laisser faire des affirmations. Oui, je vais vous expliquer. En allant déposer une autre liste, le Parti Les Démocrates s'attendait à ce que son dossier soit rejeté. Vous êtes dans Et l'esprit ils allaient- des membres du parti? Non, Vous n'êtes pas membre du parti. Ça, c'est une interprétation. je vais vous Vous expliquer. l'avez reproché sur le dossier des affaires étrangères, et là, vous faites la Monsieur- même chose que moi sur le Monsieur dossier des Abalo, démocrates. Oui. Monsieur Abalo, je suis juriste. Le code électoral a dit Oui. qu'on ne change pas la liste. On rapporte les pièces qui manquent. Vous décidez de changer votre liste. Quelle est la sanction? On vous enlève. Mais la Cour ne l'a pas fait. Donc, non, ce n'est pas la Cour, c'est la Sénat. C'est la Oui, Sénat d'accord, qui oui, le mais fait. après, c'est la Attendez, Cour. c'est la Sénat qui le fait. Mais si la Cour n'avait pas enjoint à la Sénat de prendre en compte la seconde liste des démocrates, la Sénat allait sortir les démocrates. Simplement en respectant les tests. C'est tout, ce n'est pas de l'interprétation. C'est en respectant les tests que la Sénat allait sortir les démocrates. Bon, ok, maintenant, ils ont Et nos participé. démocrates Maintenant, allaient ils ont- en profiter Maintenant, pour crier oui, encore mais à l'exclusion. Ça, c'est de la conjecture. Ce qui est sûr, les démocrates ont participé aux élections. Ils ont eu 28 députés. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ils ont eu 28 députés réclament d'avoir une place à la Cour constitutionnelle. C'est légitime, non? Personne n'a dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale devraient avoir un représentant à la Cour constitutionnelle. Personne ne l'a dit. Le test dit ceci. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui désigne 4 représentants à la Cour constitutionnelle. Le bureau de... Au sein, et nos tests ont un lien. Hein. Oui, allez-y. Au sein du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les tendances sont représentées. Et il y a un membre du parti Les Démocrates. Ouais. Si vous voulez savoir, il est même le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il participe aux réunions du bureau. Et selon le compte rendu qui a été fait par le président de l'Assemblée nationale, le bureau a siégé 2 fois sur la désignation des gens à la Cour constitutionnelle. À aucun moment on n'a dit que ceux que le bureau désignait devraient relever de partis politiques. À aucun moment. Le test ne l'a pas dit. Le test a demandé au bureau de l'Assemblée nationale de désigner une personnalité de réputation, de bonne réputation, Oui. et de désigner 3 magistrats. On est d'accord? Oui, Non, oui. 2 magistrats et un juriste de haut De niveau. haut niveau. Nous vous suivons. À aucun moment, le test n'a dit d'aller savoir si le magistrat ou le juriste de haut niveau dit, est désigné par le bureau de l'Assemblée nationale est membre d'un parti politique ou pas. C'est vous dire que il ne s'agit pas d'être représenté à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de trouver des personnalités qui soient capables de faire le job, de comprendre l'esprit et la lettre de notre Constitution et de veiller à ce que les institutions se déroulent très Oui, bien. mais si à Mais ce l'arrivée... débat n'a pas sa raison d'être. Alors, si à l'arrivée, on a une Cour que certains traitent aujourd'hui de monocolore, c'est-à-dire que tous les membres ont été désignés par la mouvance au pouvoir, il y a quand même un problème, docteur. Il y a Vous êtes juriste. Il n'y a aucun problème. Oui. Il n'y a aucun problème simple pour 2 raisons. Allez-y. Il n'y a aucun problème. Pour désigner des juges, il n'y a aucun problème. Premièrement, le test n'a pas dit qu'il fallait désigner des militants d'un parti politique pour aller à la Cour. Deuxièmement, c'est des juges. Et un juge, lorsque vous avez fini de le désigner, s'il vous plaît, rassurez-vous, demain il prendra des décisions contre vous si vous n'êtes pas dans la droite ligne. Il n'y a rien à dire. Ça, On a vu par le passé de certaines décisions ça, c'est contestées. consubstantiel Oui. à la fonction du juge. S'il vous plaît, je travaille au ministère de la Justice. Oui. Et donc, je connais les exigences d'un juge. C'est consubstantiel à la fonction du juge. Le juge, vous l'avez nommé. Hein?
Mais dès que vous avez fini de le nommer, le lendemain, il peut prendre une décision, il peut rendre une décision contre votre intérêt. Ça, c'est la littérature. Ça, non, ça c'est se le passe principe. Partout, ça se passe vous partout savez, dans le monde. Même en droit, quand on parle de principe, on parle d'exception. Vous le savez mieux que moi. Ça, c'est le principe que vous avez énoncé, docteur Kodjo, mais il y a des exceptions quelquefois. Et il y a eu des décisions qui ont été contestées. Oui, ce n'est pas parce qu'on a contesté une décision que la décision est mauvaise. Parce que, une fois encore, je travaille au ministère de la Justice. Lorsqu'un juge rend une décision, il y a toujours une partie qui n'est pas d'accord et il y a toujours une partie qui est d'accord. Toujours. Et c'est comme ça partout dans le monde. Et le juge est confronté à ça tous les jours. S'il vous plaît, si je vous traîne devant le juge, c'est que le juge va rendre la décision ou en votre faveur ou en ma faveur. Celui en défaveur duquel la décision a été rendue ne sera jamais content. Ça, c'est connu, hein, et aucun juge ne s'attarde sur ça. Et donc, le juge constitutionnel est là pour faire respecter l'ordre de la Constitution. Rappelez-vous, Madame Poyon. Oui. Madame Poyon a rendu des décisions contre les gens qui l'avaient désigné. Et donc, c'est vous dire, Madame Ouensou, également. C'était la vieille époque. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. C'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Et donc, ces choses-là, même la Cour constitutionnelle qui vient de passer a rendu des décisions qui ont surpris tout le monde et qui ont surpris les gens de la mouvance présidentielle. Ça n'a rien à voir. Je voudrais simplement demander à nos frères et amis, j'aime très bien le président Éric Rondeté, je le connais depuis l'époque de l'Institut Kilimanjaro. Vous savez de quoi je parle quand je parle de l'Institut Kilimanjaro. Donc, je le connais depuis l'époque, je l'admire toujours, mais je voudrais qu'il amène sa troupe à sortir de ce jeu qui consiste à chercher la petite bête en tout. Notre pays est en train de se construire, que chacun apporte la pierre. Donc les démocrates n'auront que leurs yeux pour pleurer, c'est ce que vous voulez dire? C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est le sentiment que vous donnez. Ce n'est pas le sentiment que je donne. Ou bien qu'ils se remettent à Dieu. Parce qu'ils doivent jouer leur rôle. Le rôle qui est le leur, il faut qu'ils le jouent à l'Assemblée au moment du contrôle de l'action gouvernementale, au moment du vote des lois, il faut qu'ils se fassent entendre. D'accord. Alors, il y a un autre recours contre cette même Cour constitutionnelle, non, plutôt contre un membre de la Cour constitutionnelle, Madame Dandy Nyamou, pour ne pas la nommer. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous appréciez le bien fondé de ce recours ou bien vous pensez qu'il est totalement infondé? Alors, je suis incapable d'apprécier le bien fondé de ce recours parce que je n'ai pas le dossier. Donc, mais vous êtes capable d'apprécier autre chose? Oui, ben, sur ça, oui, bien vous sûr. Mettez des gants. Je n'ai pas le dossier. Alors est-ce que c'est fondé ou pas? Vous connaissez les motifs? Alors, je voudrais dire, alors, toute proportion gardée, Madame Nyamou Dandy est mon professeur. Est mon professeur. Je suis ça son, vous limite je suis son étudiant. Je suis son étudiant. Ça vous limite. Et je peux vous garantir que c'est un enseignant pour lequel, c'est une enseignante pour laquelle j'ai une grande admiration. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce qu'elle fait un travail formidable. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors, le recours qui a été formé contre la nomination de Madame Nyamou Dandy vient des vieux ressorts du CAMES, des problèmes qu'elle a avec ses collègues au CAMES, parce qu'on lui aurait reproché pour avoir son titre de professeur titulaire, elle n'aurait pas respecté les délais, elle n'aurait pas encadré les étudiants. Je ne voudrais pas rentrer dans ce détail, mais je voudrais faire remarquer aux téléspectateurs que ce n'est pas la première fois qu'il y a un recours contre un membre de la Cour constitutionnelle. Dans l'histoire de l'institution, nous avons eu plusieurs recours qui ont été acceptés ou non. Je donne juste quelques exemples qui me reviennent en mémoire tout de suite. Il y a Madame Elisabeth Poyon. Après son premier mandat en tant que présidente, elle devait revenir pour la deuxième mandature de la Cour. Sauf qu'on lui a changé de catégorie. Elle était venue, dans la première mandature, elle était venue en tant que magistrate, mais en la désignant une deuxième fois, on lui a changé de catégorie personnalité de grande moralité. Il y a eu un recours contre elle, elle n'a pas siégé. Donc, la Cour dans laquelle elle devait siéger a décidé de l'enlever. Et donc, elle n'a pas siégé. Ensuite, nous avons eu également un recours contre Madame Falola,
je crois que ça devait être la 5e ou la 4e mandature. Madame Falola, on a contesté, il y a eu un recours qui a contesté sa capacité de femme, de grande moralité, qui a fait un recours, a dit, mais qu'est-ce que celle a fait pour qu'on la désigne dans cette catégorie? Madame Falola a répondu. La Cour a suivi Madame Falola parce qu'elle a démontré qu'elle était... Et elle a siégé. Et tout récemment, nous avons eu, je crois que c'était pour... Le magistrat Le magistrat à Pau, contre lequel il y a eu un recours parce que les tests disent que le magistrat qui doit siéger à la Cour constitutionnelle doit avoir 15 ans d'expérience. D'ancienneté. Très bien. Le juge à Pau, à l'époque, n'avait pas 15 ans d'expérience et donc la Cour dans laquelle il devait siéger a décidé qu'il ne siège pas. Et donc je pense que ça va être le premier recours que la Cour Sosa va examiner contre Madame Nyamou et va décider. La décision de la Cour sera ma décision. Sans recours. De toute façon, c'est sans recours. Elle ne peut être que votre décision. Il ne saurait en être autrement, docteur Kodjo Kwesi Jacques Richard. Donc parce que je fais confiance à la Cour. On va suivre cette actualité. Surtout avec cette belle composition. C'est une brochette de belles personnalités. Qu'est-ce que vous attendez de cette Cour? J'attends de cette Cour d'être impartiale. J'attends de cette Cour de nous faire sauvegarder la Constitution et de faire en sorte que la paix et l'harmonie règnent dans notre pays. Et je pense que les personnalités qui ont été désignées sont capables de le faire. Je vous fais remarquer que les personnalités qui ont été désignées sont des personnalités que je connais et que j'ai eu le temps d'approcher. Pour la plupart, je vous parle de Madame Nyamou, qui a été mon enseignante de très grande qualité. Je vous parle du conseiller Adjaka Michel, qui a quitté le ministère de la Justice. J'étais l'un de ses collaborateurs au ministère de la Justice. Il était le directeur de cabinet. Très bien. Ensuite, il y a Madame Aléa, épouse Bako, qui a été également directrice de cabinet avec qui j'ai travaillé. Et le professeur Dorothée Sosa, qui a été également mon professeur, c'est autant de personnalités que j'ai côtoyées. Et dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que ce sont des gens de grande qualité morale. Alors, et ce sont des gens qui feront le travail. Et entre cette cour actuelle et la cour précédente, vous avez quoi? Vous êtes satisfait de ce que les autres qui sont partis ont pu faire? Entièrement satisfait. Finalement, vous êtes satisfait sur toute la ligne. Monsieur Abalo, tout le monde, oui. Monsieur Abalo, je croise les doigts et je gage que vous vous retrouviez un jour membre d'une institution de cette envergure. Je reviendrai vous faire une interview. Parce que lorsqu'on se retrouve dans la peau de membres d'une institution comme la Cour constitutionnelle, je peux vous assurer que on ne dort pas souvent. D'accord. Mais bon, vous n'aurez pas cette interview parce que quand on se retrouve là-bas, on a l'obligation de réserve. Alors, avec vous, docteur Jacques Kodjo, on va reprendre un exercice qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire, mais j'ai décidé de le faire avec vous aujourd'hui parce qu'il y a une question du public que vous allez tirer au sort dans le bocal qui est juste à côté de vous. Vous choisissez un papier, il y a inscrit des chiffres. Vous me donnerez le chiffre et je vous poserai la question du public. N'ayez crainte, allez-y. On est relax, vous n'êtes pas venu sur un plateau de télévision pour subir des contre-coups, mais c'est pour parler et discuter. C'est la question numéro 5. D'accord. Alors, docteur Kodjo Kwesi Jacques Richard, ces derniers temps, vous apparaissez beaucoup sur les médias. Vous avez une liberté de ton. Mais au fond, vous êtes un fonctionnaire de l'État béninois, en poste au ministère de la Justice, en tant que secrétaire général adjoint. Beaucoup de personnalités, de cadres dans votre position fuient les médias, ne répondent pas aux questions, n'acceptent pas les interviews. Sur quoi comptez-vous, vous, pour être autant libre à dire les choses telles que vous les ressentez, malgré votre position administrative, docteur? Je ne suis pas aussi libre que ça. Je ne suis pas aussi libre que ça. Vous pouvez... Ça peut... je ne suis pas aussi libre. Je ne dis pas ce que je veux non plus. Et bon, si ça se sent un peu. Et si vous me posiez des questions sur des éléments de délibération ou des dossiers en cours, je ne vous aurais jamais répondu. Mais
je suis capable de donner mon opinion sur la vie. Mais vous avez juste oublié de préciser qu'en tant qu'agent de l'État, je suis un militant politique. Je suis engagé en politique. Vous êtes membre de l'UPR. Je suis membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Et je fais partie des groupes qui animent l'Union progressiste, le Renouveau. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi libre. C'est un engagement. Parce qu'il y a des fonctionnaires de l'État qui sont opposants, mais qui ne peuvent pas. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de fonctionnaires opposants qui parlent aussi librement, sinon plus librement que moi, et qui retournent travailler tous les jours. Vous avez Mais je vais vous dire... Moi, je cherche l'exemple, je ne trouve pas. Je vais vous dire... Ouais. Vous avez juste oublié de préciser que j'ai été également acteur des médias. Vous avez oublié que j'ai un passé qui n'est pas très lointain de journaliste. Et donc, ma proximité avec les anciens confrères fait que on me sollicite pour prendre mon avis sur tel ou tel sujet. Voilà. Et donc, aussi longtemps que mon opinion ne dévoile pas les secrets de délibération ou que mon opinion ne nuit pas à la bonne marche de la fonction publique, je pense que tout citoyen devrait être libre d'exprimer son point de vue. Je ne sais pas ce que les collègues craignent. Moi, je pense qu'il n'y a rien à craindre dans cela. Il faut dire ce que l'on pense, surtout si l'on pense que ce que l'on dit peut aider à faire avancer le monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, surtout à l'ère des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intoxication et de désinformation. Et donc, si les cadres qui sont chargés à divers niveaux ne disent pas, n'apportent pas la bonne information, nous allons laisser nos populations végéter dans l'information, dans la mauvaise information, ce qui va être contre-productif pour nous tous. Parce que, n'oubliez pas, la paix et la sécurité sont ce que les juristes appellent un bien indivis. C'est un bien commun. C'est un bien de tout le monde. Et donc, chacun devrait contribuer à conserver ce bien-là pour qu'on puisse avancer. Si nous avons des problèmes de sécurité aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas appris à communiquer, à donner les informations qu'il faut. Lorsqu'un étranger rentre dans notre village, il faut que nous soyons capables de le dire. Mais qui, mieux que moi, pour aller dire à mes parents au village, s'il vous plaît, quand un étranger arrive, dénoncez-le. C'est moi qui devrais le dire. C'est moi le cadre qui devrait jouer ce rôle. Mais si je me terre dans ma location dans Cotonou et que je veux préserver mon un poste d'ailleurs éphémère, complètement, parce que aucun poste de l'État ne peut être définitif. Vous allez partir, l'État va rester. Et donc, quand on prend conscience de cela, on joue son rôle et on aide sa population à vivre mieux. En tout cas, merci, parce que cela nourrit les médias. Nous, on en a besoin. On ne vous dit pas toutes les misères que nous avons à tourner ce type d'émission parce que les gens ne veulent pas parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je ne vous laisserai pas partir, Dr Kojo Kwesi Jacques Richard, sans parler de votre parti politique, l'UPR. Vous avez dit, vous l'avez réclamé avec beaucoup de fierté, vous êtes membre de l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau. Alors, quel renouveau y a-t-il eu dans votre parti politique? Dites-nous aujourd'hui, comment se porte l'UPR? L'Union progressiste, le Renouveau. Oui. En fait, nous disons, en abrégé, UP, le Renouveau. Nous, on ne dit pas UPR. C'est vous, les journalistes, qui dites UPR. Nous, on n'est pas membre de votre parti. Très bien. Donc, vous pouvez le dire. Nous, on dit UPR pour faciliter la chose. Moi, je suis Jacques. Si vous ne voulez pas, vous voulez m'appeler Jacques et que vous dites Martin, je ne suis pas d'accord. Désignez-moi pas mon nom. Mon nom, c'est UP, le Renouveau. Et donc, de quel renouveau parlez-vous au sein de votre parti? Le renouveau au sein de notre parti, c'est un renouveau en profondeur. C'est un renouveau pour le développement. C'est un renouveau pour la paix. C'est un renouveau pour le bien-être social et économique. C'est un renouveau pour que chaque Béninois se sente béninois et à l'aise. Et je vais vous dire, Monsieur Abalo, que l'Union progressiste, le Renouveau, travaille tous les jours à l'installation de toutes ces cellules, de sorte que nous puissions avancer. Nous sommes un peu victimes de notre succès à l'Union progressiste, le Renouveau. Ah bon, vous avez quel succès? Il y a beaucoup qui adhèrent à notre parti. Oui. Il y a beaucoup qui viennent vers nous. Il y a beaucoup qui quittent aussi. C'est ça qui fait que nous sommes en pleine restructuration au sein de notre parti politique. Quelle restructuration faites-vous? Les amis qui sont venus des autres formations politiques, qui ont fait fusion avec nous. Alors, lorsque, par exemple,
vous et moi, nous étions de deux partis différents. Je prends juste un exemple. Je suppose que vous êtes de l'USL et que moi, je suis de l'Union progressiste. Alors, à la base... Enlevez la supposition là. Lorsque vous êtes d'un parti politique, puisque vous me demandez d'enlever la supposition, oui. Vous êtes d'un parti politique... Je suis journaliste. Très bien, d'accord. Vous pouvez faire la supposition sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, oui, d'accord. La personne dont vous parlez est membre d'un parti politique. Moi, je suis de l'Union progressiste. Et il est venu à l'Union progressiste avec tout son parti politique. Un parti politique qui a des assises, qui a des bases comme nous. Un parti politique avec qui nous avons été en concurrence dans les villages, dans les derniers villages de ce pays. Mais lorsque nous avons fini par faire la fusion, il faut que nous retournions au niveau de chaque village pour refaire la fusion. Voilà l'entreprise difficile et exaltante que nous avons aujourd'hui à l'Union progressiste Le Renouveau. Nous devons retourner dans chaque quartier, dans chaque village pour recomposer notre base pour que cela puisse prendre. C'est à ça que nous travaillons tous les jours, en préparant l'horizon 2026 et nous nous activons à préparer l'horizon 2026 activement. Nous sommes victimes de notre succès, vous êtes revenus là-dessus simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes le plus grand parti politique du Bénin. Les dernières élections législatives l'ont révélé et donc ça fait que beaucoup de gens viennent à nous, il faut que nous travaillions à la cohésion du parti. Remarquez simplement que nous sommes le seul parti au sein duquel les gens ne disent pas qu'ils sont candidats ou les gens ne font pas des déclarations tapageuses. Chez nous, on ne fait pas de déclarations tapageuses. Ceux qui parlent au nom du parti sont identifiés et ils ont une session, une réunion régulière avec le présidium pour qu'on s'entende sur ce que nous devons dire, pour qu'on s'entende sur les vraies informations apportées. Alors, vous parlez comme si vous avez une totale liberté d'organisation dans votre parti. C'est le parti le plus libre. Et c'est le parti au sein duquel on a un épanouissement total. Je vous rappelle simplement que c'est le seul parti au Bénin qui a un présidium composé de 3 personnes, 2 hommes et une femme. C'est les 3 qui se concertent et qui travaillent avec les instances du parti. C'est dans les textes du parti? C'est dans les textes actuels du parti. Et nous avons les instances, nous avons le bureau politique, nous avons les différentes instances qui regroupent et qui déterminent les orientations au sein du parti. Après, lorsque les orientations ont été définies, chacun de nous est libre de s'exprimer. Il n'y a aucune barrière là-dessus. Mais la seule chose à laquelle nous veillons au sein de notre parti, c'est que celui qui parle ait la vraie information. C'est tout. C'est pas comme les autres partis où chacun fait ce qu'il veut. Mais non, pas du tout. Quel parti, le BR? Les autres partis. Comme vous ne voulez pas donner de nom. C'est vous qui le dites. Non, moi je vous pose des questions. Allez ne désignez pas nos amis politiques. Mais tout à l'heure, quand vous parliez des démocrates, vous l'avez dit clairement. D'accord. Pourquoi sur ce cas, vous ne voulez pas parler clairement? Le bloc républicain est un ami politique. Parce que le bloc républicain et nous soutenons l'action du chef de l'État. Donc vous ne critiquez pas les amis? Vous devriez critiquer vos amis en public. À un ami, on dit la vérité, même publiquement. Oui, mais pas en public. D'accord. On se rapproche de l'ami et on parle. Donc il y a des choses à dire en fait. Toujours, pour tout individu. Aucun individu n'est parfait et donc aucun regroupement humain n'est parfait. D'accord. Il y a toujours des choses à dire. Docteur Kodjok aussi, Jacques Richard, nous avons parcouru l'actualité de la semaine sur l'émission L'Entretien du dimanche. Nous venons de faire 52 minutes, donc nous venons d'épuiser le temps imparti pour cette émission. Je vous laisse le soin de la conclusion. Merci infiniment. Là, ma conclusion va être faite en 2 volets. Remercier la chaîne Eden TV. Et tout le groupe d'ailleurs, Eden TV. Diaspora FM, Eden TV. Diaspora FM et Eden TV. Je voudrais faire remarquer que c'est un groupe qui fait un travail formidable. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de dire que c'est parce que depuis que vous êtes à la tête que le travail est bon. Le travail était déjà bon au sein du groupe. Vous avez une bonne audience au sein du public. Et donc, je voudrais vous encourager. Alors, pour avoir été membre des médias, je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est très difficile, surtout en matière de ressources à mettre en œuvre chaque jour. C'est pas simple. Et donc, vous avez mon soutien, mon admiration et mes encouragements. Merci beaucoup. Et je voudrais que vous portiez mes remerciements à tout le personnel et à la présidente du groupe. Deuxième volet, je voudrais dire
réitérer mon admiration au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour le travail formidable qu'il fait à la tête de notre pays depuis 2016. Et je voudrais dire que s'il continue, ça va être intéressant pour nous. Et dire également mon admiration pour tous les ministres qui ont quitté le gouvernement, ministre Ossou, ministre Frère Romain, ministre Quenom, surtout Quenom, avec qui j'ai travaillé de très près, qui est un homme formidable, et le ministre Agbenonsi. Je voudrais dire mon admiration, et parce que, quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont fait un travail formidable. Et enfin, à nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous disons, Tchoko Tchoko, maintenons le cap. Nous allons maintenir le cap, nous, sur l'émission L'Entretien du dimanche. Rassurez-vous, chaque dimanche, nous ferons l'effort d'honorer ce rendez-vous. C'est vrai que quelquefois, nous titillons nos invités, mais c'est toujours pour agrémenter l'entretien, pour qu'il ne soit pas systématiquement mécanique. Merci à chacun et à tous. Retenez que c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie, toute l'équipe de production, de réalisation de ce programme. Rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut, pour notre invité, avec d'autres sujets intéressants. Bon dimanche à vous et à très bientôt.